Quel prix seriez-vous prêt à payer pour une seconde jeunesse? Sous le soleil brûlant du Vaucluse, là où les vignes s'étendent comme un tapis d'émeraude et où le vin coule comme le sang de la terre, Jean Morel est sur le point de découvrir que certaines trahisons coûtent plus cher qu'un domaine entier. Après 30 ans à bâtir un mariage solide avec Marie et à faire prospérer la Bastide des Lavandes, il aura suffi de 3 semaines pour qu'une étrangère venue de Paris, avec des lèvres pleines de promesses et des yeux de convoitise, détruise ce qui paraissait inébranlable. Quand les racines de l'orgueil sont plus superficielles que celles de l'amour, le moindre vent peut déraciner même le plus ancien des oliviers. Voici l'histoire d'une trahison, d'une chute et d'une rédemption sous le ciel provençal, où l'on apprend que la terre, tout comme le cœur, n'oublie jamais ceux à qui elle appartient vraiment. Le soleil se levait à peine derrière les collines du Luberon, quand Jean Morel arpentait déjà les sentiers de la Bastide. Ses bottes usées connaissaient chaque caillou de ce domaine, transmis depuis 4 générations. La rosée matinale perlait sur les feuilles de vigne, brillante comme un océan d'argent sous les premiers rayons. 30 ans ensemble, et tu te lèves toujours comme au premier jour, lança une voix douce derrière lui. Marie s'approchait, une tasse de café fumant entre ses mains marquées par le travail. Son foulard en lin flottait dans la brise matinale, et ses yeux, fatigués mais vifs, reflétaient toujours l'éclat qui avait séduit Jean des décennies auparavant. « La terre n'attend pas, ma vieille. Tu le sais mieux que quiconque, » répondit-il en prenant la tasse avec un sourire. Ils restèrent côte à côte, contemplant en silence leur petit empire. La maison principale, avec ses murs en pierre blonde et ses volets lavande, trônait fièrement au cœur du domaine. Autour, les chais, les écuries, les rangs de vignes et les petites maisons des ouvriers. Luc disait que la récolte de cette année serait exceptionnelle, fit remarquer Marie en marchant à ses côtés. « Si Dieu et Sainte Marie-Madeleine le veulent, » répondit Jean en faisant un discret signe de croix. En atteignant le perron, ils furent accueillis par Jacques, le régisseur de toujours, une enveloppe à la main, l'air inquiet. « Bonjour, patron. Patronne. C'est arrivé ce matin par courrier express de Paris. » Jean fronça les sourcils. Les nouvelles de la capitale apportaient rarement de bonnes choses aux gens de la terre. Il ouvrit l'enveloppe et lut en silence, son visage se durcissant ligne après ligne. « Que se passe-t-il, Jean ?» s'inquiéta Marie. Une certaine Valentine Rivière, entrepreneuse parisienne. Elle dit vouloir visiter le domaine pour un projet de développement régional, dit-il avec méfiance. Elle arrive demain. Et ça t'inquiète. Ce n'est pas la première fois que des vautours de la ville veulent racheter nos terres à prix cassé. On n'a pas besoin d'étrangers ici, murmura Jean, froissant la lettre. Cette terre reste dans la famille. Ce qu'ils ignoraient tous deux, c'est que cette lettre allait marquer la fin de la vie qu'ils avaient construite ensemble. Pendant qu'ils prenaient leur petit déjeuner, le vieux fauteuil en rotin du perron se balançait doucement, comme pour les avertir du danger qui s'approchait. Ce soir-là, Marie retrouva Jean fouillant de vieux papiers. « Que cherches-tu, mon vieux? Je veux juste vérifier que tout est en ordre, avant que cette femme arrive, » dit-il sans lever les yeux. « Jean. » Marie s'assit face à lui et lui prit les mains. « Tu me caches quelque chose ?» L'ombre d'un doute traversa le visage du vigneron. « Rien du tout, ma femme. Va dormir. Demain, il y aura du travail. » Mais dès qu'elle s'éloigna, Jean sortit un vieux document scellé du fond du tiroir. Il le regarda longuement avant de le glisser dans sa poche. Certains secrets étaient enfouis depuis trop longtemps, et il craignait que l'arrivée de cette étrangère ne les fasse ressurgir. Le grondement d'un moteur de luxe rompit le calme de la Bastide, peu après midi. Un nuage de poussière précéda l'arrivée d'une voiture noire élégante qui s'arrêta devant la maison principale. La portière s'ouvrit, révélant une silhouette tout droit sortie des pages d'un magazine féminin que Marie feuilletait parfois au salon de coiffure du village. Valentine Rivière, vêtue d'un tailleur crème et de chaussures qui valaient sans doute plus qu'1 mois de revenus du domaine, s'avança avec assurance vers le perron où les Morel attendaient. Ses cheveux noirs parfaitement lissés encadraient un visage aussi séduisant que calculé. Elle ne paraissait pas plus de 30 ans, mais ses yeux trahissaient une intelligence froide et des intentions bien rodées. « Monsieur Morel, Madame Morel,
Quel plaisir de vous rencontrer enfin, dit-elle avec un accent qui révélait ses études à l'étranger, tendant une main aux ongles manucurés. Votre domaine est encore plus beau que ce qu'on m'avait décrit. Bienvenue à la Bastide des Lavandes, mademoiselle Rivière, répondit Jean en ôtant son chapeau avec courtoisie, ce que Marie ne manqua pas de remarquer. Entrez, vous devez être fatigué du voyage, invita Marie, polie mais distante. Nous avons de la citronnade fraîche. Tout en visitant la maison, Valentine examinait chaque recoin comme on inspecte une marchandise. Ses remarques, apparemment anodines, avaient toujours une deuxième intention. Quel lieu authentique. Avec un peu de rénovation, ce domaine pourrait devenir extraordinaire. La Bastide n'a pas besoin d'être transformée, répliqua Marie sèchement. Elle est le foyer des Morel depuis des générations. Valentine sourit, indulgente, comme à un enfant naïf. Vos terres ont un potentiel que vous ne soupçonnez même pas, dit-elle, s'adressant directement à Jean. Le tourisme haut de gamme recherche exactement ce genre d'expérience. Comment dire? Vrai. Au déjeuner, préparé avec les plats provençaux que Marie maîtrisait à la perfection, Valentine évoqua ses réussites à Cannes et Biarritz, où elle avait transformé des propriétés sans avenir en complexes hôteliers millionnaires. L'argent est dans la fusion du traditionnel et du moderne, monsieur Morel, expliqua-t-elle en savourant une daube de bœuf. Vos terres pourraient valoir 10 fois plus avec la bonne stratégie. Marie observait en silence son mari se pencher légèrement, captivée par les paroles de l'étrangère. Elle connaissait ce regard, mais jamais encore elle ne l'avait vu diriger vers une autre femme. En fin d'après-midi, Jacques apporta les chevaux pour faire visiter le domaine. À la surprise générale, Valentine se révéla excellente cavalière, trottant aux côtés de Jean vers les collines de vignes. « Ce que vous avez bâti ici est impressionnant, dit-elle en haut d'un promontoire d'où l'on voyait tout le domaine. Un homme comme vous mérite d'être reconnu au-delà de ces collines. » Ces paroles, pleines d'une admiration étudiée, caressaient l'orgueil de Jean comme un velours. À 55 ans, il n'était plus habitué aux compliments, surtout venant d'une femme jeune et sophistiquée. En partant, sous le regard de Marie depuis le perron, Valentine s'approcha un peu trop près. « J'ai une proposition dont je ne peux parler qu'avec vous, » murmura-t-elle en lui tendant une carte avec le nom d'un hôtel du village. « Des affaires qui pourraient changer l'avenir de vos terres et le vôtre. » Dans sa chambre d'hôtel, Valentine déploya sur le lit des documents et des photos du domaine. Parmi eux, des copies d'anciennes cessions de dettes contractées par le père de Jean, officiellement remboursées, mais que certains papiers trouvés disaient toujours en vigueur. « Homme trop facile », murmura-t-elle avec un sourire, barrant le premier jour de son calendrier. Le vieux vigneron ne sait même pas ce qui l'attend. « Ce ne sont que des affaires, Marie », déclara Jean le lendemain matin en ajustant son chapeau devant le miroir. Assise au bord du lit, Marie le regardait avec une inquiétude mêlée de ressentiment. C'était la 3e fois en une semaine que Jean partait discuter des propositions avec Valentine. « Des affaires qui ne peuvent pas se traiter ici, chez nous, » répondit-elle, le ton plus acide. « Des affaires qui demandent de t'habiller comme pour la messe de Pâques. » Jean se retourna, partagé entre agacement et culpabilité. « Qu'insinues-tu ? Cela fait 30 ans que je gère ce domaine. Je crois savoir reconnaître une bonne opportunité quand elle se présente. Je ne doute pas de tes compétences. » Marie se leva, droite, calme, mais ferme. « Ce qui m'inquiète, c'est ce que cette femme est réellement venue chercher. » Le silence qui suivit pesait plus que n'importe quelle réponse. Finalement, Jean attrapa les clés de la camionnette d'un geste sec. « Tu t'imagines des choses. À mon âge, tu crois vraiment que je me laisserais berner par un joli minois? Ce n'est pas ton esprit qui m'inquiète, Jean. » La conversation fut interrompue par l'arrivée d'Hélène, la meilleure amie de Marie et épouse de Jacques. Sous prétexte d'apporter du fromage frais, elle venait en vérité confirmer les rumeurs qui couraient au village. Après le départ de Jean, les 2 femmes s'installèrent sur le banc du perron. « Je les ai vues hier, au café de la place », dit Hélène, sans nommer Valentine. Ils riaient comme 2 jeunes amoureux. Marie garda son calme, mais ses doigts trahissaient son trouble en triturant nerveusement le coin de son tablier. «
Jean dit qu'elle veut investir dans la cave. Cette femme n'est pas venue pour les vignes, Marie. Hélène lui prit les mains. Elle est venue pour ton mari. Plus tard dans la journée, incapable de contenir ses pensées, Marie se rendit à l'église. Le père Joachim, curé du village depuis 20 ans, l'accueillit dans le confessionnal. « C'est la peur, mon père », murmura-t-elle après lui avoir confié ses inquiétudes. « La peur de le perdre après tant d'années, après tout ce que nous avons bâti. Le mariage est comme une vigne, ma fille. Il faut en prendre soin chaque jour pour qu'elle donne de bons fruits. Je l'ai soignée chaque jour de ces 30 années, répondit Marie, la voix brisée. Mais certains fruits, je n'ai jamais pu lui en offrir. Un silence lourd de vérité jamais dite s'installa. Dieu ne m'a pas permis de lui donner des enfants, avoua-t-elle enfin, un secret enfoui depuis toujours. Et j'ai peur qu'il voie en elle ce que je n'ai jamais pu lui offrir, une nouvelle vie, une famille complète. Ta valeur ne dépend pas des enfants que tu n'as pas eus, mais de l'amour que tu as donné, répondit le prêtre d'un ton grave. S'il ne le voit pas, c'est lui qui est aveugle, pas toi. En rentrant à la Bastide, Marie trouva Jean dans le bureau, occupé à lire des papiers. Son expression se durcit à sa vue. « Tu étais où ? J'ai quelque chose d'important à te dire. »« À l'église, » répondit-elle simplement. « Valentine a fait une offre pour les terres du Nord, » annonça-t-il sans détour. « Elle veut y construire un hôtel de charme que nous gérerions ensemble. » Ensemble ? Le mot resta suspendu entre eux comme une gifle. « C'est une associée, Marie, rien de plus. Regarde-moi dans les yeux et dis-moi qu'il n'y a rien de plus. » Pour la première fois en 30 ans, Jean ne put soutenir le regard de sa femme. Cette nuit-là, ils dormirent dos à dos, séparés par un silence plus vaste que le lit conjugal. Le soleil de l'après-midi baignait les vignes dorées lorsque Valentine et Jean chevauchaient le long des limites du domaine. Elle avait insisté pour visiter chaque recoin de la Bastide des Lavandes, un intérêt qui flattait l'ego de Jean. « Ces terres, à l'est, sont les meilleures pour le grenache, » expliquait-il avec fierté. « Mon grand-père disait que la terre ici avait une âme. C'est pour ça que notre vin a ce goût unique. » Valentine l'écoutait avec une attention feinte, rapprochant son cheval du sien. Elle portait une blouse en lin achetée au marché du village, un détail savamment étudié pour paraître plus proche de l'univers de Jean. « C'est fascinant comme tu connais chaque mètre carré de ce domaine, » dit-elle en effleurant accidentellement sa main en désignant l'horizon. « Ce doit être merveilleux d'avoir des racines si profondes. » Ils descendirent de cheval près d'un petit ruisseau serpentant entre les pierres moussues. Valentine étendit un napperon sur l'herbe et sortit une bouteille de vin rouge. « Je l'ai acheté dans ta cave, » expliqua-t-elle en servant 2 verres. « Je voulais comprendre ce que tu produis avant de te proposer d'agrandir. » Le vin, pourtant, n'était pas tout à fait celui du domaine. Elle y avait discrètement ajouté un extrait de plante qui, sans être toxique, troublait le jugement et exaltait les émotions. « Tu ne t'es jamais demandé à quoi ressemblerait une nouvelle vie, Jean ?» murmura-t-elle en tendant son verre. « Loin des responsabilités, en découvrant le monde, en profitant des fruits de ton travail. » Jean but, sentant une chaleur inhabituelle l'envahir. La proximité de Valentine, son parfum mêlé à l'odeur de la terre et ses mots qui faisaient écho à des pensées qu'il n'avait jamais osé formuler, formaient un cocktail enivrant. « J'ai 55 ans, Valentine. Je ne suis plus pour les aventures. »« L'âge n'est qu'un chiffre, » répondit-elle en posant une main sur son genou. « Je connais des hommes de 70 ans plus vivants que des jeunes de 20. Des hommes qui osent prendre ce qu'ils désirent. » Le soleil se couchait, teintant le ciel d'un rouge sanglant, reflet du tumulte qui grondait en lui. À chaque instant passé avec Valentine, Marie lui paraissait plus lointaine. Une vie de routine, de compromis, d'habitude. « Il n'est jamais trop tard pour se réinventer », poursuivit Valentine, versant une autre dose de vin. « Ton savoir-faire et ma vision, nous pourrions bâtir quelque chose d'extraordinaire. » Sur le chemin du retour, Jean chevauchait en silence, partagé entre la culpabilité et une excitation qu'il n'avait pas ressentie depuis des décennies. Il ne vit pas Valentine sourire en envoyant un message discret. « Le poisson mord à l'hameçon. Prépare les papiers. » En arrivant à la Bastide, ils aperçurent Monsieur André, le doyen du village, les attendant sur le perron. Sa présence, incarnation des traditions et des valeurs rurales,
provoqua un pincement au cœur chez Jean. « Bonsoir à vous deux », salua l'ancien, scrutant la scène de ses yeux perçants. « Marie m'a demandé de te dire qu'elle dînera chez Hélène ce soir. » Après le départ de Valentine, André prit Jean par le bras avec la familiarité de ceux qui ont tout vu. « Fais attention, Jean, dit-il d'un ton sans appel. Ce n'est pas de l'amour. Tu es juste ébloui, comme un papillon par une lampe. »« Tu dis n'importe quoi, vieux, » rétorqua Jean en retirant son bras. « Tu le sais très bien. Mais souviens-toi, la lumière qui éblouit finit parfois par brûler jusqu'à l'os. » Cette nuit-là, seul dans sa chambre, Jean se regarda dans le miroir. Les rides qu'il voyait autrefois comme des marques d'expérience lui apparaissaient soudain, comme des signes d'échec. Sur le lit, Marie avait laissé une photo de leur mariage. Il la retourna, incapable de soutenir le regard du jeune homme prometteur qu'il avait été. Le poison du désir, plus puissant que n'importe quelle plante, coulait désormais librement dans ses veines. Le ciel au-dessus du Luberon s'assombrit soudainement ce soir-là, comme si la nature elle-même pressentait la tempête qui allait s'abattre sur la bastide des lavandes. De sombres nuages s'amoncelaient au-dessus des vignes, et le vent claquait contre les volets de la maison principale. Marie allumait des cierges à Sainte-Anne, comme le faisait sa mère autrefois pour protéger la maison lors des tempêtes, tandis que les ouvriers s'affairaient à mettre les récoltes à l'abri. Jean, lui, était resté silencieux toute la journée, enfermé dans son bureau avec une bouteille de vin entamée depuis le matin. La rencontre de la veille avec Valentine s'était terminée autrement que les précédentes. Ce n'était plus de simples paroles ou effleurements. Un baiser passionné avait scellé ce que tous deux savaient inévitable. Entre culpabilité et désir, le combat était féroce, mais Jean avait déjà choisi son camp. Le premier coup de tonnerre retentit quand Marie frappa doucement à la porte. « Jean, le dîner est prêt, » dit-elle en entr'ouvrant la porte. « J'ai préparé ton plat préféré. »« Je n'ai pas faim, » répondit-il sèchement, les yeux fixés sur des papiers qu'il faisait semblant de lire. Marie entra malgré tout, refermant la porte derrière elle. L'atmosphère était lourde, presque irrespirable. « Il faut qu'on parle, Jean. On ne peut pas continuer comme si de rien n'était. » Un éclair zébra la pièce, révélant pour un instant le visage crispé de son mari. Marie inspira profondément. « Tu as raison, » dit-il enfin en se servant un autre verre. « On ne peut plus faire semblant. » Il se leva lentement et alla vers la fenêtre. La pluie se mit à tomber violemment, tambourinant contre les vitres comme si elle voulait assister à l'effondrement de 30 ans de vie commune. « Je pars, Marie. » 3 mots. Il n'en fallut pas plus pour que le monde de Marie bascule. Et pourtant, elle resta droite, fidèle à sa dignité. « Avec elle ?» demanda-t-elle, même si elle connaissait déjà la réponse. « Valentine m'offre ce que nous avons perdu depuis longtemps, » répondit-il, évitant toujours son regard. « Une nouvelle vie, de nouvelles opportunités, et tout ce qu'on a construit, nos promesses, notre histoire. » Jean se retourna, le visage méconnaissable, froid, distant. « Je ne ressens plus rien pour toi, » dit-il, dur. « Je pars avec elle. Elle me fait me sentir vivant, homme. Pas un vieillard enchaîné à des traditions mortes. » Le choc fut tel que Marie dut s'agripper au dossier d'une chaise pour ne pas chanceler. « 30 ans effacés pour une illusion, » murmura-t-elle avec un calme surprenant. « Je ne te reconnais plus, Jean. L'homme que j'ai épousé n'existe plus. Peut-être que tu ne l'as jamais vraiment connu. » Un éclair frappa tout près, et la pluie redoubla de force. Jean prit sa valise, déjà prête, et se dirigea vers la porte. « Je pars ce soir. Valentine m'attend au village. Nous avons signé les papiers de notre société hôtelière. »« Et la Bastide ?» demanda Marie, s'accrochant au concret pour ne pas s'effondrer. « Elle continue de fonctionner, pour l'instant. Après, on verra. » Ce que Jean ne disait pas, c'est que dans les papiers signés cet après-midi, certaines clauses donnaient à Valentine des droits importants sur le domaine, en garantie de son investissement. Pendant ce temps, dans sa chambre d'hôtel, Valentine scannait les documents et les envoyait à son associé parisien avec un message triomphant. Phase 1 terminée. « Il a signé, prépare les architectes !» La tempête atteignait son apogée lorsque Jean quitta la Bastide, valise à la main. Marie, debout sous la pluie, le regardait s'éloigner sans un mot,
trempés, mais trop fiers pour supplier. Les ouvriers et les domestiques observaient la scène à travers les vitres, stupéfaits. Jean Morel, le pilier de la Bastide, l'homme des traditions et de la terre, s'en allait pour une étrangère qu'on ne connaissait que depuis 1 mois. Jacques courut derrière la voiture, criant à travers la pluie, mais le bruit du moteur et les éclairs noyèrent ses paroles. Monsieur André, venu se réfugier de la tempête, traça une croix sur sa poitrine en murmurant une prière. La nouvelle se répandrait bientôt dans tout le village. Jean Morel avait quitté Marie pour une Parisienne. « Je n'ai pas besoin de votre pitié », déclara Marie en redressant les épaules face au regard plein de compassion à l'épicerie du village. 2 semaines s'étaient écoulées depuis le départ de Jean, et chaque sortie était devenue un chemin de croix jonché de murmures et de sous-entendus. On disait que Valentine avait l'âge d'être sa fille, qu'on les avait vus s'embrasser sans gêne en pleine place, que Jean avait vidé les comptes pour lui offrir bijoux et robes. Marie rangea ses courses dans la camionnette avec des gestes précis, luttant pour ne pas laisser trembler ses mains. Sa fierté était intacte, la seule chose qu'on ne pouvait lui prendre. « Marie, ma belle », l'interpella Hélène en s'approchant, « viens prendre un café avec moi, ce n'est pas bon de rester seule là-bas. » Dans le petit salon de chez Odette, à l'écart, Marie se laissa enfin aller. « Parfois je me demande ce que j'ai fait de mal, » murmura-t-elle, remuant sa tasse sans la boire. 30 ans ensemble, et il s'en va comme si rien n'avait compté. « Tu n'as rien fait de mal, » répondit Hélène en lui serrant les mains. « Les hommes, à un certain âge, perdent la tête. Ils croient qu'une jeune femme effacera les années. Peut-être ai-je perdu un homme, » dit Marie avec une lueur nouvelle dans les yeux, « mais je me suis retrouvée moi-même. » Ce même après-midi, Marie convoqua tous les travailleurs du domaine. Avec une autorité que beaucoup ne lui connaissaient pas, elle exposa un plan pour maintenir la Bastide en activité. « Jean n'est plus là, déclara-t-elle d'une voix ferme, mais cette terre appartient à ma famille aussi. Et tant que je vivrai, elle restera ce qu'elle a toujours été, la meilleure cave du Luberon. » Jacques, désormais régisseur en chef, ôta son chapeau avec respect. « Nous sommes avec vous, Madame Marie. Ce que vous direz sera fait. » Pendant ce temps, à quelques kilomètres, Jean s'installait dans la maison de location que Valentine avait choisie en périphérie du village. Une résidence luxueuse, avec piscine, jacuzzi, écran plat. Rien qui rappelle l'austérité noble de la Bastide. « Alors, mon amour ?» demanda Valentine en s'installant contre lui sur un canapé italien. « N'est-ce pas mieux que de vivre entouré de poussière et de terre ?» Jean regarda ses mains, tannées par les années passées à la vigne, maladroites sur ce tissu de velours. « C'est différent, » dit-il avec un sourire contraint. « Je vais devoir m'y faire. Les mains sont faites pour travailler la terre, pas pour tenir des coupes de champagne, » murmura-t-il plus tard, seul au comptoir du bar du village. « Tu aurais dû y penser avant de quitter la brave Marie, » lança un voyageur sans détour. « Chaque choix a ses conséquences, mon vieux. » Pendant ce temps, dans la vieille Bastide, Marie épluchait les registres de comptes jusque tard dans la nuit. Pendant des années, elle avait tout observé en silence. Maintenant, elle découvrait des erreurs de gestion, des opportunités manquées, des pistes de modernisation. Au fond d'un vieux tiroir, elle tomba sur des documents oubliés. À sa surprise, une large partie du domaine avait été apportée en dot par sa propre famille. Des terres qui, légalement, lui appartenaient en totalité. « Ma grand-mère avait raison », murmura-t-elle, tenant les vieux papiers à la lumière. « Une femme doit toujours avoir quelque chose qui lui est propre. » Cette nuit-là, 2 âmes regardaient le même ciel étoilé depuis 2 endroits différents. Marie, sur le perron de la Bastide, avec une force nouvelle dans le regard. Jean, sur le balcon de sa prison dorée, une coupe de champagne à la main, incapable d'oublier l'odeur de la terre humide et le goût du vin jeune. La solitude les enveloppait, mais tandis que Marie commençait à se retrouver, Jean réalisait qu'il s'était peut-être définitivement perdu. L'aube surprit Jean sur le balcon de la maison louée, regardant le soleil s'élever au-dessus des collines qui encerclaient l'ancienne Bastide. 1 semaine de plus s'était écoulée, et l'inconfort de cette nouvelle vie lui pesait un peu plus chaque jour. Valentine passait de plus en plus de temps au téléphone, interrompant brusquement ses conversations dès qu'il approchait. Ce matin-là, alors qu'elle dormait encore, Jean décida de lui préparer un café.
Un petit geste simple pour tenter de retrouver une complicité en train de s'étioler. En passant devant la pièce qu'elle utilisait comme bureau, il entendit sa voix, porte entrebâillée. « Le vieux ne se doute de rien », disait Valentine en riant. « Il est encore ébloui comme un ado amoureux. D'ici peu, on aura toute la Bastide, et on pourra lancer le projet de résort. Les investisseurs n'attendent plus que les plans. » Jean s'immobilisa. Le plateau trembla entre ses mains. Les tasses tintaient. « Je te rappelle, » dit-elle rapidement, « je crois que nous avons de la compagnie. » La porte s'ouvrit. Valentine se tenait là, transformée. Plus de sourire charmeur ni de regard doux, seulement une froideur tranchante. « Tu espionnes maintenant, Jean. Ce n'est pas très élégant. Ce projet... Quel résort? Quels investisseurs ?» demanda-t-il, posant brusquement le plateau sur le bureau. Valentine soupira, comme si elle devait expliquer quelque chose d'évident à un enfant lent. « Inutile de continuer à faire semblant, » dit-elle en s'asseyant, les jambes croisées. « Je comptais te le dire un jour. » « Me dire quoi ? » « Que la Bastide des Lavandes va devenir le complexe touristique le plus chic du Luberon, » annonça-t-elle, déroulant des plans architecturaux. « Domaine, spa and patrimoine. Du charme rustique avec des prestations haut de gamme pour les touristes européens et américains. » Jean regarda les croquis. Sa maison devenue hall de réception. Ses vignes transformées en parcours bien-être. La cave, en centre de soins de luxe. « Tu veux détruire tout ce que ma famille a construit ?» murmura-t-il, la gorge serrée. « Et les gens qui y travaillent ? La plupart seront renvoyés, bien sûr. Il nous faut du personnel formé, pas des paysans illettrés. » Pris d'une colère irrépressible, Jean balaya les plans du revers du bras. « Je ne te laisserai jamais faire ça. C'est terre, c'est mon âme, mon sang. » Valentine ne sia pas. Le masque était tombé. Elle le regarda avec mépris. « Tu croyais quoi? Que je t'aimais ?» ricana-t-elle. « Un vieux vigneron aux mains rêches? Tu étais juste une passerelle vers ces terres. » Ces mots transperçaient Jean comme autant de lames. Des avertissements oubliés, des soupçons ignorés. Tout devenait clair. « Tu as signé les papiers, Jean, » dit-elle en récupérant calmement les documents. « Tu m'as donné des droits légaux sur une grande partie du domaine. Ton nom est là, noir sur blanc. Je n'ai jamais accepté ça. » Un souvenir trouble refit surface. Les verres de vin lors des rendez-vous, le goût étrange, les signatures hâtives. Il n'avait rien lu. « Tu peux partir si tu veux, » conclut-elle glaciale. « Tu as servi ton rôle. Nos avocats te contacteront pour la suite. » La dispute éclata, des cris, des accusations. Un homme entra soudain, attiré par le tumulte. Grand, élégant, l'air assuré. « Que se passe-t-il ici ?» demanda-t-il avec autorité. « Ricardo, je ne t'attendais pas si tôt, » dit Valentine, un instant déstabilisée. « Voici Jean Morel, le propriétaire du domaine. »« Son mari, » corrigea l'homme en tendant une main que Jean ignora, « et associé principal de Provence Développement. Vous êtes le naïf que ma femme a dupé. » La vérité tomba comme une bombe. Non seulement Valentine était mariée, mais elle et son époux avaient monté ensemble toute cette opération. « Une escroquerie, » murmura Jean, les yeux écarquillés. « Nous préférons dire « stratégie d'acquisition agressive », répondit Ricardo, un sourire en coin. « Rien de personnel, monsieur Morel, juste du business. » La taverne d'Arthur n'avait jamais été aussi silencieuse que ce soir-là. L'établissement, d'ordinaire animé par les rires et l'accordéon, sembla se figer lorsque Jean en franchit le seuil. Mal rasé, froissé, il ne restait rien du vigneron fier que tous connaissaient. « Un rouge, fort !» grogna-t-il en jetant quelques pièces sur le comptoir. Arthur lui servit le verre sans un mot. Ses yeux, pleins de tristesse et de reproches, disaient tout. « Tu ne mérites plus d'être appelé un homme !» lança une voix derrière lui. Jean se retourna. C'était Luc, son ancien contremaître. Ses yeux brûlaient d'alcool et de colère. « Je ne t'ai rien demandé, Luc. Tu n'as pas besoin de mon avis. Tu as trahi la meilleure femme du coin pour une vipère venue de Paris. Tu as abandonné les terres de tes ancêtres. » D'autres opinèrent en silence. Le mépris planait, aussi lourd que la fumée dans l'air. « Laisse-le, » dit Arthur. « Il a raison, » souffla Jean en vidant son verre. « Ils ont tous raison.
Il enchaîna les verres, cherchant dans l'alcool l'oubli que le sommeil refusait. Bientôt, le bar se vida, ne restèrent que lui, et André, le vieux sage du village, qui s'était assis à côté de lui sans bruit. « L'orgueil précède la chute », déclara-t-il en levant son verre. « Je suis venu pour boire jusqu'à oublier qui je suis, » répondit Jean, éreinté. « On ne mesure pas un homme à ses erreurs, mais à sa volonté de les réparer, » dit André avec calme. « Marie est une femme rare. L'orgueil peut guérir. L'amour, lui, ne meurt pas si facilement. » Un groupe de jeunes touristes entra bruyamment, cassant le silence. Ils parlaient du futur complexe hôtelier. Domaine, spa, un patrimoine, selon la brochure. Jean sentit son sang bouillir. Valentine et Ricardo vendèrent déjà le projet, sûrs de leur victoire. Mais les mots d'André résonnaient encore. En quittant la taverne, le ciel étoilé du Luberon lui parut plus net que depuis longtemps. Il marcha sans but, et ses pas le menèrent, presque par instinct, vers la Bastide. Au loin, les lumières brillaient, paisibles. Une voiture passa et s'arrêta. Jacques en descendit. « Jean, dit-il distant, vous avez besoin d'aller quelque part ?»« À la maison, Jacques. Ramène-moi à la Bastide. » Le régisseur le fixa longuement. « La Bastide n'est plus chez vous. Marie a changé bien des choses. » « Quelles choses ? Elle a modernisé la cave, embauché un œnologue. Et le plus étonnant, elle lance un projet d'œnotourisme. Des gîtes en pierre, des visites de la cave, des ateliers. Les premiers visiteurs arrivent bientôt. La surprise de Jean était palpable. Jacques poursuivit, presque fier. « Madame Marie avait des idées qu'elle n'avait jamais partagées, parce que vous ne demandiez jamais. » Jean comprit alors l'étendue de son erreur. Il n'avait pas seulement trahi sa femme, mais sous-estimé pendant 30 ans la femme extraordinaire qu'elle était. « Me conduirais-tu à elle demain ? » « Ce n'est pas le bon moment ce soir, patron. Alors demain, je reviendrai. » Alors que la voiture s'éloignait, Jean resta seul sur le chemin poussiéreux et pour la première fois depuis l'enfance, il pleura. De honte, de douleur, mais aussi d'un mince espoir. Car s'il restait une seule chance de réparer ne serait-ce qu'un fragment de sa vie, il la saisirait. Le soleil du matin baignait la Bastide des Lavandes d'une lumière nouvelle lorsque Jean se présenta devant le portail. Rasé de près, vêtu de ses habits les plus propres, il avait tenté de recoller les morceaux de sa dignité. Ses mains tremblaient légèrement tandis qu'il frappait à la porte qu'il avait franchie pendant des décennies. C'est Hélène qui ouvrit, sa surprise se changeant en froideur en l'espace d'une seconde. « Monsieur Morel, » dit-elle sèchement. « On ne vous attendait pas. J'ai besoin de parler à Marie, s'il vous plaît. » Elle le dévisagea, puis finit par s'écarter. « Madame Marie est occupée avec les architectes. Le projet des gîtes, vous savez. »« J'attendrai, » répondit-il avec une humilité qu'on ne lui connaissait pas. Elle le laissa sur le perron, non sans le prévenir d'un regard que « les choses ont changé ici ». Jean observait la Bastide avec des yeux neufs. Les rosiers que Marie soignait jadis paraissaient plus éclatants. Les ouvriers travaillaient avec un entrain qu'ils ne reconnaissaient plus, et à l'arrière, près de la cave, des structures de bois prenaient forme. Les futurs gîtes. Presque 1 heure plus tard, Marie apparut. Elle portait un pantalon de travail et une blouse simple, mais c'était son port, droit et sûr, qui frappait Jean, une autorité sereine qu'il n'avait jamais vue auparavant. « Je suis venu te demander pardon, même si je ne le mérite pas, » dit-il en se levant d'un bond. Elle le regarda longtemps, comme on observe un étranger. « Le pardon ne se demande pas, Jean, il se mérite, et tu as causé trop de dégâts. »« Je sais, » baissa-t-il la tête, « j'ai été aveugle, j'ai trahi ce que j'avais de plus précieux, toi et cette terre. » Marie s'assit dans le vieux fauteuil de sa mère, lui faisant signe de prendre place en face. « Pourquoi es-tu revenu ?» Il n'eut pas le temps de répondre. Un bruit de moteur les interrompit. Une voiture luxueuse se gara devant la maison. En descendirent Valentine, un homme en costume qu'il reconnut aussitôt comme Ricardo, et un troisième portant une mallette. « Parfait timing !» lança Valentine avec un sourire carnassier. « On va pouvoir régler tout ça maintenant. » Marie se leva, droite, digne. « Je ne me souviens pas vous avoir invité. »
Ce sera bientôt notre maison à tous, répondit Valentine en sortant des papiers. J'ai ici la preuve que cette propriété m'appartient en partie. Jean a signé. L'homme à la mallette, un avocat, déploya les documents. Comme vous pouvez le constater, M. Morel a bien cédé des droits en garantie. Et compte tenu de certaines irrégularités dans la gestion actuelle, nous faisons valoir notre clause de reprise. Jean pâlit en découvrant les papiers. Ce n'est pas ce qu'elle m'avait expliqué, ce n'était pas notre accord. Tu aurais dû lire les petites lignes, mon amour, répliqua Valentine, faussement douce. Mais Marie, étonnamment calme, prit les papiers et les examina. Ces documents sont incomplets, déclara-t-elle. Il manque ma signature. Or, selon le Code civil, toute cession de biens matrimonial requiert l'accord des deux époux. Ce détail sera vite réglé, assura Ricardo, confiant. La tension monta d'un cran quand Jacques arriva, accompagné d'un vieil homme inconnu. « Madame Marie, j'ai amené le notaire comme vous l'avez demandé, dit-il, posant une main protectrice sur l'épaule de la maîtresse des lieux. Et j'ai autre chose à vous montrer. » Il sortit un téléphone de sa poche. « J'ai surveillé cette dame depuis son arrivée. Je ne la sentais pas. J'ai des photos, des enregistrements, comme celui-ci, où elle parle de falsifier des signatures. » Valentine pâlit. L'enregistrement tournait déjà. « Ces fichiers ne prouvent rien, balbutia-t-elle. « J'ai d'autres preuves, ajouta Jacques calmement. Rencontres avec le notaire véreux du canton voisin, capture de mail. Tout est là. » Le visage de Ricardo se durcit. « On s'en va, Valentine. Ce n'est pas fini. »« Bien sûr, » répliqua Marie avec une froideur tranchante. « La justice et la presse seront ravis de recevoir tout ce dossier. » Alors que leur voiture s'éloignait, Jean se tourna vers Marie et Jacques, bouleversé. « Merci, merci d'avoir défendu tout ça. »« Je ne te défendais pas, » dit-elle fermement. « Je défendais cette Bastide. Toi, tu étais prêt à la vendre pour flatter ton ego. » Il baissa les yeux, honteux. « Je... Ne dis plus rien, Jean. Les mots n'ont plus aucun poids ici. Seules les actions comptent. » Et sur ces mots, elle rentra dans la maison, le laissant seul sur le seuil d'un lieu qui avait été sien, mais qui ne lui appartenait plus. Le soleil matinal avait rassemblé tout le village devant la Bastide des Lavandes. La rumeur avait couru comme une traînée de poudre. Valentine Rivière et son époux avaient déposé une plainte pour réclamer la propriété, soutenue par un cabinet parisien aux méthodes agressives. Mais le village n'était pas prêt à voir l'un de ses trésors tomber aux mains d'étrangers. Monsieur André menait le cortège des anciens. Hélène avait mobilisé les femmes. Le père Joachim priait en tête avec quelques fidèles. Même le maire était présent, conscient du désastre économique que causerait un complexe touristique privé. Au milieu de cette mer de soutien, Marie restait droite sur le perron. À ses côtés, Jean, à distance respectueuse, observait la scène, partagée entre remords et admiration. « En un mois, tu as gagné plus de respect que moi en 30 ans, » souffla-t-il. « Ce n'est pas du respect pour moi, Jean. C'est de l'amour pour cette terre. Tu l'as oublié, aveuglé par des promesses creuses. » Leur échange fut interrompu par l'arrivée d'un véhicule officiel. Une femme élégante en descendit, la juge de district, Madame Ordonneau, connue pour son intégrité. « Le dossier est complexe, » dit-elle, après avoir consulté les documents dans le salon. « Les papiers signés par Jean sont valides, mais les preuves de manipulation sont sérieuses. Le procès pourrait durer des années. »« Nous n'avons pas ce temps, » intervint le maire. « Si cette Bastide tombe, d'autres suivront. »« Cette terre ne s'achète pas, » déclara Marie, se levant. « Elle se mérite par le travail, la sueur. Elle est notre identité. » Un silence impressionnant suivit. Puis Jean s'avança. « Tout est de ma faute, » avoua-t-il d'une voix tremblante. « J'ai trahi ce qui comptait le plus, mais je suis prêt à vendre tout ce que j'ai pour engager les meilleurs avocats. On va se battre. » La juge hocha la tête, émue, mais sceptique. « Hélas, leurs droits... »« Ils ne valent rien !» coupa une voix tremblante. Tous se retournèrent. Une silhouette courbée entrait, appuyée sur une canne. C'était Jeanne, la grand-mère de Marie, 102 ans. On la croyait sénile. Elle portait un cylindre en métal rouillé. « Marie, va chercher le coffre dans la chambre bleue. » Marie obéit, intriguée. Quand elle revint, Jeanne ouvrit le coffre avec une clé qu'elle portait au cou. À l'intérieur, des papiers anciens, jaunis.
Mon père a combattu avec les paysans sous la République. Ces titres de propriété viennent de là. Ils ont été ratifiés par l'État. La juge les examina avec stupeur. Ces titres établissent que la Bastide appartient à une communauté de familles. Impossible de vendre sans leur accord collectif. Ma grand-mère me parlait de ces papiers, dit Marie. Je croyais que c'étaient des contes. Nous ne racontons pas de contes, ma fille, sourit Jeanne. Nous gardons la vérité pour quand elle est nécessaire. Quand Valentine et Ricardo revinrent, documents en main, ils trouvèrent un village uni et une preuve légale imparable. « Ce n'est pas fini !» vociféra Ricardo. « Nous avons des appuis à Paris, et nous avons l'histoire, la terre et la justice avec nous, » répondit Marie. « Vos investisseurs apprécieront sûrement d'apprendre que vous tentiez de voler des terres protégées. » Valentine lança un dernier regard venimeux à Jean. « Tu as gagné une terre stérile et une femme qui ne t'aime plus. Félicitations !» Mais le village éclata en applaudissements dès leur départ. Le projet d'œnotourisme allait continuer, désormais ouvert à toutes les familles de la région. Ce soir-là, Jean retrouva Marie sur le perron, contemplant les vignes sous la lune. « Merci d'avoir défendu ce que j'ai failli détruire. » Elle tourna vers lui un visage serein. « Je ne l'ai pas fait pour toi. Je l'ai fait pour cette terre, pour ce qu'elle représente. Je sais. Et c'est pour ça que tu es plus forte que moi. Tu crois qu'un jour tu pourras me pardonner ? Je t'ai déjà pardonné, mais ça ne veut pas dire qu'on redeviendra ce qu'on était. Puis-je rester, pas comme mari, ni comme propriétaire, juste comme un ouvrier, pour réparer ce que j'ai brisé ?» Elle le fixa longuement, puis hocha la tête. La Bastide des Lavandes a toujours été un lieu de seconde chance. Les portes sont ouvertes à qui veut travailler honnêtement. Ils rentrèrent ensemble, sans se toucher, séparés par une distance nouvelle, mais empreinte de respect. Ce n'était pas une réconciliation, c'était mieux, un nouveau départ. Dans les vignes, les cèpes se balançaient doucement dans la brise. Leurs racines, profondément ancrées, avaient résisté aux tempêtes, comme l'amour véritable.